Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons poursuivre nos promenades conférences à l'intérieur de l'économie et à la découverte du nouveau monde. La dernière fois, nous avons parlé de l'état de droit. Cette fois-ci, nous allons essayer de parler de l'état tout court et des limites de l'État. Et pour commencer ce voyage au sein de l'État, je vous propose de nous rendre à Marseille. Nous sommes donc à Marseille en 1720. Le Grand Saint-Antoine, qui est un bateau en provenance du Levant, vient d'accoster avec une formidable cargaison faite de précieuses étoffes de soie et qui proviennent du Levant. Et on pense que, plusieurs hommes d'équipage sont morts, que la cargaison est contaminée par le bacille responsable de la peste. Alors on met aussitôt le bateau en quarantaine avec sa cargaison, ses passagers. Mais il se trouve que la partie précieuse de la cargaison appartient à plusieurs notables de la ville, dont, dit-on, le premier échevin, le maire de Marseille de l'époque, et au capitaine du navire. Alors, on dit que l'appât du gain étant trop fort, le commandant du vaisseau, avec quelques complicités, décharge clandestinement une partie des marchandises, et il va s'en suivre une horrible épidémie de peste qui va faire 40 000 morts à Marseille, provoquer la mort de près d'un habitant sur 4 en Provence. Les autorités ont des attitudes exemplaires, mais rapidement l'autorité militaire va se substituer aux édiles de la ville et le blocus de Marseille est prononcé. Interdiction à toute personne, homme, femme, enfant, de sortir de Marseille et croyant arrêter la peste, on va même établir une sorte de mur de la peste. Tous ceux qui cherchent à s'échapper sont impitoyablement refoulés. Beaucoup sont affectés au ramassage des cadavres, affublés, vous savez peut-être, de ce masque de corbeau qui était le masque des médecins de la peste à cette époque. Et donc, de fait, au moins pour la plupart, ils sont ainsi condamnés à mort pour avoir voulu tout simplement, à une mort atroce, pour avoir voulu tout simplement échapper à Marseille. Si je vous raconte cette histoire tragique, c'est parce qu'elle m'a longtemps marqué et parce que je pense que nous touchons là à l'essence même du pouvoir politique. J'ai parlé de lutter contre la peste. Nous aurions pu prendre aussi l'exemple de lutter contre une invasion guerrière. En tout état de cause, partout, il faut une autorité politique. Une autorité politique qui soit capable de prendre des décisions atroces. Je reprends. Je passe un peu vous là. Si on pouvait enlever la vidéo, je voudrais mettre le... Voilà. On a besoin d'une autorité politique. J'ai dit décision atroce parce que, en l'occurrence, condamné à l'enfermement mortel, hein, des hommes, des femmes, des enfants, peut-être, et pour une grande part d'entre eux, sans doute bien portant, c'est les condamner à mort. C'est donc, d'une certaine façon, mettre entre parenthèses les droits de l'homme par le pouvoir politique. Même si l'on pourrait imaginer une construction alambiquée disant que ma liberté s'arrêtant là où commence celle d'autrui, la limitation de ma liberté pour la préservation de la liberté d'autrui pourrait peut-être trouver une justification, mais je rappelle là qu'il s'agit de décisions préventives. Préventives. Donc, ce qui est sûr, c'est que toute société a besoin d'une autorité politique et quand bien même en existerait-elle pas, que face à un événement extérieur, un incendie, une invasion, il y aurait toujours une autorité, un chef
qui se révélerait pour prendre le commandement. Bertrand Jouvenel a consacré de belles pages à cette émergence des leaders autoritaires naturels en cas d'incendie ou de tout autre événement. Alors, oui, il faut une autorité, oui, il faut un pouvoir pour répondre à ces circonstances extrêmes, et la forme moderne de cette autorité, à l'évidence, c'est l'État. Mais vous voyez bien que doté d'une puissance extrême, l'État n'a de sens qu'à condition d'être soigneusement limité, délimité, et que toutes ces décisions soient rigoureusement encadrées par des procédures. Donc c'est l'État limité qui va être l'essentiel du parcours de cette conférence. L'État qui, on l'a vu, dispose par nature du monopole ultime de l'usage de la force. Nous avons vu aussi qu'à côté de l'État, à ne pas confondre, il y a l'État de droit, c'est-à-dire l'ensemble des règles et des institutions qui encadrent non seulement le bon fonctionnement de l'économie, mais qui vont encore encadrer le fonctionnement de l'État, puisque l'État est, je le répète, soumis à un droit qui lui est extérieur, antérieur et supérieur. En aucun cas, ce droit, on l'a vu, ne peut être le droit du plus fort, ni même du plus nombreux, celui d'une majorité dite démocratique. C'est par nature le droit du plus faible, le droit de la plus petite des minorités, à savoir l'individu. C'est en tout cas la conception de l'état de droit, celle qui va apparaître, on l'a vu avec la seconde vague de l'histoire de l'humanité, la révolution industrielle. Mais maintenant, je voudrais vous dire quelques mots de ce que l'on pourrait appeler l'irrésistible ascension de l'État. Il est vrai que l'on rencontre à toutes les époques, sous toutes les latitudes, des gouvernements de toute taille. Et même aujourd'hui, il existe encore des pays qui n'ont pas d'État. J'étais récemment en Somalie, pas d'État depuis 20 ans. Je me disais que ce pays ne pouvait pas être fondamentalement mauvais. Mais manifestement, il y a un manque d'État. Et puis, de pays comme la France ou quelques autres, quoique la France, c'est d'accord, où manifestement, nous avons un État quelque peu obèse et étouffant. Ce qui est sûr donc, c'est qu'avec le développement de la société industrielle, nous avons assisté à l'irrésistible ascension de l'État, l'ascension de ses pouvoirs, de son influence, de ses domaines d'intervention, et cela, franchement, partout dans le monde. Voilà, vous avez ici la moyenne des 13 pays démocraties les plus riches. L'Autriche, Belgique, Angleterre, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, États-Unis. S'il fallait tracer la courbe de la France, elle serait un peu au-dessus de ce qui n'est qu'une moyenne. Mais elle suivrait en réalité la moyenne. À une différence peut-être près, c'est que vous voyez que depuis le début des années 80, il y a une certaine forme de stabilisation dans le monde, en moyenne, alors que la France continue hardiment de grimper la pente du toujours plus. Si bien que aujourd'hui, compte tenu du fait que l'État atteint 50% de la richesse de la dépense nationale, on peut dire qu'une société se partage en deux domaines. D'un côté, celui de la coopération volontaire, les entreprises, la société civile. C'est le domaine qui obéit à la loi de l'offre et de la demande, les choix individuels des uns et des autres, le consommateur commande. Le second domaine, c'est le domaine de l'État, celui de la décision politique, celui des choix collectifs
des consommations collectives où la politique commande. Le consommateur, la politique, le choix individuel, le choix collectif. Le niveau de dépenses publiques donne une vision approximative de l'importance relative de ces deux domaines. Je dis approximative parce que il faudrait tenir compte du fait qu'une part des consommations collectives est en fait déléguée pour exécution à l'initiative privée au sein de la société marchande. Mais dans l'autre sens, il faudrait tenir compte qu'à l'intérieur de la société dite de coopération volontaire, il existe de nombreuses contraintes de l'État, dont certaines pourraient s'analyser comme des prélèvements obligatoires. Je prends juste un exemple. J'institue un salaire minimum supérieur à la valeur de marché, rencontre de l'offre et de la demande sur le marché du travail. C'est comme si j'instituais un prélèvement obligatoire sur les entreprises pour donner une subvention aux salariés. Donc vous voyez bien que ceci mérite d'être nuancé, mais grosso modo, le niveau de dépenses permet de tracer une bonne limite entre les deux. Alors comment peut-on expliquer cette croissance de l'État ? Je crois à l'importance des idées, donc je dirais d'abord par les idées et les différentes théories de l'État que je vous propose maintenant de balayer ensemble du plus petit au plus grand pour revenir à l'État limité qui est l'objet de notre attention. Alors les théories de l'État, vous avez d'abord l'État zéro, l'anarchisme. Le mot anarchisme, d'ailleurs, est un mot trompeur, parce qu'il évoque le désordre social, le chaos d'un monde sans loi et sans règles. Et il est vrai que l'anarchisme apparaît souvent avec la violence. Il y a un côté révolutionnaire dans toute une partie des familles qui composent l'anarchisme. Mais en réalité, le mot correct pour désigner un État sans foi ni loi, de violence et de désordre et de chaos, c'est l'anomie, pas l'anarchie. De telle sorte que, pour éviter la confusion, certains anarchistes préfèrent parler d'acratie ou se dire libertaire. C'est-à-dire, leur idéal, c'est une société humaine ordonnée, sans le pouvoir. En fait, dans la famille anarchiste, il y a un peu de tout. Il y a des violents et des pacifistes, et il y a des autogestionnaires et des collectivistes, il y a des anarcho-communistes et des anarcho-capitalistes, cette dernière variété, à mes yeux, étant la plus intéressante, car la plus proche du raisonnement économique. Même si certains peuvent tracer comme ancêtre de l'anarcho-capitalisme un certain Joseph Proudhon, socialiste libertaire qui va considérablement évoluer, très attaché au fédéralisme et à l'émancipation de la personne humaine et des plus pauvres. En réalité, la figure dominante de l'anarcho-capitalisme, c'est Murray Rothbard. Son livre essentiel, c'est, vous le savez sans doute, L'éthique de la liberté, publié en 1982. Murray Rothbard, c'est un homme d'une très grande logique, une logique rigoureuse, qui se rattache de ce point de vue à l'école autrichienne et à Ludwig von Mises, dont d'ailleurs il a été l'élève. Alors le point de départ de l'anarcho-capitalisme, c'est un axiome de non-agression. Aucun individu, aucun groupe d'individus n'a le droit d'agresser quelqu'un en portant atteinte ou à sa personne ou à sa propriété. Les conséquences, c'est que les anarcho-capitalistes vont dire la fiscalité, c'est un vol. La guerre, c'est un meurtre de masse. L'État, c'est une assemblée de criminels et de voleurs. Et promouvoir une société de liberté où des individus observant spontanément des lois morales peuvent vivre en harmonie
assisté éventuellement d'agences de sécurité ou de justice privées et contractuelles. Ça, c'est l'anarcho-capitalisme. Et à côté de l'anarchisme, vous avez le minarchisme, l'état minimum. Plus ancien, l'ancêtre le plus lointain que j'ai trouvé au minarchisme, c'est Lao Tzu. 6e siècle avant Jésus-Christ, le père du taoïsme. Lao Tzu en chinois, paraît-il, cela veut dire vieux sage. Et c'est sans doute la première expression de l'état minimal, à l'époque au service de la très très puissante et très bureaucratique administration impériale. Il va plaider pour une doctrine de non-intervention, une sorte de laisser-faire, de non-intervention de l'État, afin de ne pas troubler l'harmonie naturelle, avec cette célèbre phrase « gouverne le mieux qui gouverne le moins ». Bon, laissons Lao Tzu, le grand théoricien moderne de l'état minimal, j'allais dire du retour au concept de l'état minimal, on verra tout à l'heure, c'est Robert Nozick, célèbre pour son ouvrage « Anarchie, État et Utopie », et il va pousser aussi loin que possible l'idée de John Locke, dont on a déjà parlé, l'idée des droits individuels absolus, l'homme souverain sur sa propre personne. Il est de ce point, en réalité à mes yeux, mais assez proche de l'anarcho-capitalisme de Rothbard, sauf que pour protéger ces droits individuels absolus, il faut un État minimal. Et puis vous avez à l'autre extrême, l'autre borne, l'État totalitaire. Ça, c'est le Léviathan de Hobbes. Juste une précision de vocabulaire. J'aime de temps en temps faire des précisions de vocabulaire. Un État totalitaire, ce n'est pas une dictature. Une dictature, c'est un régime dans lequel vous devez obéir au pouvoir en place et surtout ne pas vous mêler de politique. Un État totalitaire, c'est bien pire. L'État totalitaire veut que vous pensiez comme le régime, que vos enfants pensent comme l'idéologie officielle. C'est ça la caractéristique du totalitarisme. Donc l'État totalitaire, nous avons déjà vu une des matrices de l'État totalitaire dans la pensée de Thomas Hobbes. Je n'y reviens pas. Mais je voudrais, dans cette rapide excursion, évoquer une autre figure, Hegel. Hegel, c'est un philosophe allemand, issu d'une famille protestante très cultivée, c'est un élève extrêmement brillant, et il va se destiner à la théologie. Il ne sera pas pasteur, mais il deviendra précepteur, puis universitaire, enseignant. Alors l'œuvre de Hegel est assurément une œuvre considérable, son influence est tout aussi considérable, c'est pourtant à mes yeux un auteur extrêmement difficile à lire, car il nécessite un très long apprentissage pour en comprendre toutes les subtilités, paraît-il, et les profondeurs, ce que je n'ai pas fait. Toujours est-il, une chose est certaine, c'est qu'il écarte le droit naturel. Il entend promouvoir un droit rationnel et fonder l'État sur la raison. C'est super constructiviste, rationnel. Ce que l'on retiendra surtout chez Hegel, c'est la dialectique, la pensée dialectique qui entend permettre de comprendre par la raison l'histoire. D'où la puissance fascinante que la dialectique et la pensée de Hegel peuvent exercer sur certains. Donc l'évolution de la société n'est pas conduite par des hommes, elle est conduite par la rationalité des choses. Au-delà des hommes, une rationalité. Et l'histoire, in fine, doit trouver sa réalisation dans, devinez quoi, l'État. L'État seul capable de réaliser la liberté. L'État, c'est la liberté concrète, d'autant plus que pour être libre, il faut se soumettre à l'État. Se plier, s'adapter, se conformer à la volonté de l'État, l'État qui est
dans l'œuvre de Hegel, me semble-t-il, présentée comme une sorte de volonté divine chargée de l'accomplissement de l'histoire réalisée par la raison. D'ailleurs, Hegel le dira clairement, l'État est rationnel, donc, même si je ne le comprends pas, tout ce qui se fait se justifie. À partir d'une théorie comme cela, vous pouvez deviner facilement que Karl Popper dira de lui qu'il a été, son œuvre a été la matrice de tous les totalitarismes. Il pense au nazisme et au communisme, et il aura une très grande influence sur Karl Marx, qui a toujours reconnu sa dette intellectuelle envers Hegel, même s'il s'en défacera sur un certain nombre de thèmes. Donc, pas d'État, peu d'État, État minimum. L'autre côté, État totalitaire. Entre ces deux extrêmes, il y a l'État plus ou moins limité. Le point de départ des fonctions de l'État, peu contesté, ce sont les fonctions régaliennes. Police, justice, défense. Et Émile Faguet, qui a le sens de la formule, dira au-delà, tout le reste est prétention de l'État, non fonction de l'État. L'État limité, en réalité, a de très nombreux théoriciens. Il faut y faire une sélection. Donc j'en prendrai deux, un allemand et un français. L'allemand, c'est William von Humboldt, qui a publié un essai sur les limites de l'action de l'État, écrit en moins de 3 mois, d'ailleurs à 25 ans, en 1792. C'est-à-dire en pleine Révolution française, et Humboldt va défendre cet État minimal au service de la sécurité. J'ai dit 1792, donc la Révolution française, une révolution d'ailleurs qu'il va bien connaître, parce que en 89, il file à Paris, invité par Mirabeau, et il se liera d'ailleurs à un certain nombre de révolutionnaires, dont Sieyès. Important, ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un réformateur. Même s'il est un admirateur du rôle historique de la Révolution, il pense qu'une voie plus réformiste eût été préférable. Il va passer une partie de sa carrière d'ailleurs au service du gouvernement prussien, enfin de la diplomatie du gouvernement prussien. Mais c'est un formidable plaidoyer pour l'État minimal. Il faut absolument que l'on mette des bornes à l'État pour qu'il ne pourra en aucun cas franchir, qu'il n'avance jamais plus qu'il n'est nécessaire pour garantir la sûreté en eux, entre eux et vis-à-vis des ennemis extérieurs. Tout est dit. J'en profite d'ailleurs pour dire un mot de von Humboldt qui a été réédité en français il y a quelque temps, et judicieusement, parce que, au-delà de ce plaidoyer traditionnel pour l'État qui est minimal, je pense que son argumentation n'est pas sans intérêt, ni même sans modernité. La critique de Humboldt, c'est que l'action de l'État est à la fois uniformisante et affaiblissante. Uniformisante parce que de même que la nature perd de sa variété lorsque l'on défriche des forêts ou lorsque l'on dessèche des marais, plus l'État s'ingère dans la vie sociale, plus la diversité décroît. C'est un écologiste de l'espèce humaine avant l'heure. Et la société, à l'arrivée, n'est plus constituée que d'individus totalement isolés par rapport à l'État. Or, dit-il, la liberté, c'est la diversité. C'est plutôt bien vu. Chacun doit être laissé libre de progresser dans son originalité propre. Et si chacun est laissé libre de progresser dans son originalité propre, la société sera globalement plus riche. Et si elle est plus riche, elle sera plus créative. Je trouve que la démonstration est intéressante au moment où on entre dans la civilisation de la connaissance et de la créativité.
Et il va consacrer de nombreuses pages à l'éducation conçue comme étant l'auto-perfectionnement de l'homme. Même en manière de morale, de bonne mœurs, l'État ne doit pas intervenir. Il faut laisser chacun faire découvrir sa voie, découvrir les valeurs morales, parce que les ayant découvert lui-même, elles seront beaucoup plus profondes que si on lui avait imprimé de l'extérieur. Et puis, je l'ai dit, action affaiblissante de la société, à vouloir trop intervenir, chacun compte donc sur la solitude de l'État, et chacun le charge de s'occuper des autres. L'assistance de l'État étouffe l'esprit d'entraide. Pourquoi m'occuper de mon voisin dans la détresse? Je paie des impôts, il y a des fonctionnaires pour ça. C'est pas comme ça que l'a dit Humboldt, mais j'aurais su. L'autre grande figure, bien sûr, c'est Benjamin Constant. Benjamin Constant est franco-suisse, comme quelques artistes aujourd'hui, né près de Lausanne, mais de descendants huguenots qui avaient fui la France après la révocation de l'édit de Nantes. C'est important parce qu'il a fait une partie de ses études à l'université d'Édimbourg, où il a eu un certain Adam Smith comme professeur. À 20 ans, il va lui aussi être à Paris, assister à la Révolution française. Il va fréquenter le salon de Madame de Staël, qui trouvera beaucoup de charme, elle deviendra sa muse et sa maîtresse. En 1803, il est interdit de séjour en France, il file au célèbre château de Coppet, en Suisse, qui est la demeure de Necker, le père de Madame de Staël, et c'est là où des intellectuels venus de toute l'Europe vont se rencontrer pour y parler, de façon extrêmement brillante, de liberté. En 1814, il revient en France, il devient député, et il va devenir sûrement le plus éloquent défenseur de la liberté et de la vie privée. Il va par ailleurs s'opposer à Bonaparte, il va être un romancier, c'est le roman Adolphe. Mais ce qui est extrêmement intéressant pour nous ici, c'est que c'est vraiment le grand défenseur de l'état de droit et de l'état limité. C'est un admirateur de l'Angleterre, il aime bien le système parlementaire anglais, il aime bien la constitution américaine. Donc limité par une constitution à l'américaine, c'est-à-dire accompagnée d'un système de franchise, d'un parlement bicaméral avec une chambre des pairs de façon à tempérer les humeurs populaires et d'avoir un pôle de sagesse. D'ailleurs, il pense que l'erreur de la Révolution, ça a été, on en a parlé, de confondre la volonté générale avec la majorité. Et puis, Benjamin Constant va être le grand défenseur des libertés individuelles, le grand protecteur de la vie du privé. Vous avez deux phrases que j'ai extraites. Le gouvernement ne doit agir que de façon négative. L'État ne peut être présent hors de sa sphère. Donc il peut avoir tous les pouvoirs qu'on veut dans sa sphère, mais il ne doit pas sortir de sa sphère et surtout pas pénétrer dans la sphère de la vie privée. Voilà, on dira de lui une belle phrase que j'aime pour un homme qui a quand même fait de la politique. Il aima la liberté comme les autres aimèrent le pouvoir. Belle phrase. Donc, nous avons les fonctions de l'État régalien, justice, armée, police, mais la fonction de l'État régalien, c'est, pour simplifier souvent, c'est ce qui se met sous uniforme. Vous voulez savoir ce que c'est que les fonctions régaliennes? Ça se met sous uniforme. Vous mettez un préfet sous uniforme, vous mettez un juge pas tout à fait sous uniforme, parce qu'il n'est pas la même chose, mais vous avez au fond la robe symbole de la magistrature. Bon, au-delà, ça se discute. D'ailleurs, le droit européen distingue les fonctions régaliennes qui sont réservées aux nationaux des autres fonctions publiques qui doivent être ouvertes aux Européens. Donc cette distinction, elle n'est pas mince. Vous avez des choses qui sont à la frontière, on en parlera peut-être. Un enseignant, mission de service public, indiscutable, est-ce que vous le mettez sous uniforme?
Est-ce que ça leur plairait d'être sous uniforme? Enfin, plein de questions qui se posent. Toujours est-il que l'État, au-delà de ses fonctions régaliennes, va remplir, au fil des décennies, bien d'autres fonctions, plus ou moins légitimement, plus ou moins efficacement. L'État régalien, on s'en est moqué en disant que c'était l'État gendarme, mais surtout en se disant que c'était, c'est Fabien Lassalle, un socialiste qui disait « Ah, ben c'est l'État veilleur de nuit ». En réalité, au-delà de l'État régalien, il y a bien des fonctions qui vont apparaître, donc avec plus ou moins de légitimité. Vous avez bien évidemment l'État bâtisseur. L'État bâtisseur, c'est traditionnellement celui qui va construire les infrastructures d'un pays. Et cela existe de toutes les époques. Vous avez l'État chargé de la monnaie. Chargé de la monnaie, il y a tout dans cette phrase. Ça va de l'État qui garantit la valeur de la monnaie, qui assure que la frappe est une frappe honnête, qui ensuite va, pour des besoins particuliers, falsifier la valeur de la monnaie, qui va ensuite, avec la monnaie fiduciaire, être lui-même l'imprimeur de cette monnaie au risque d'imprimer un peu trop de billets et de provoquer l'inflation. L'État garant de l'indépendance des banques centrales, etc. On reviendra en profondeur sur cette question complexe de la monnaie et des rapports de la monnaie avec l'État, mais indiscutablement, historiquement, l'État a un rôle monétaire. Vous avez l'État régulateur. L'État régulateur, c'est l'État qui, par de multiples façons, va façonner l'économie au travers de sa fiscalité, au travers des règles qu'il édicte, la concurrence, la protection sanitaire, le droit du travail, le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit de propriété, un brevet. Okay, la durée d'un brevet, c'est Walter Lippmann qui disait ça, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous voyez bien qu'il y a un peu d'arbitraire. C'est le législateur et l'État qui vont être responsables de cet arbitraire, mais ça va avoir une énorme influence économique, bien évidemment. Les traités internationaux aussi qui s'imposent aux acteurs de la vie économique et sociale. J'ai dit l'État régulateur, le mot régulation, j'aime toujours faire un peu de vocabulaire de temps en temps, est un mot ambigu. On va le confondre avec le mot réglementation. La confusion vient sans doute du fait que, en anglais, on parle plus volontiers de régulation ou de dérégulation. Deregulation. Et qu'en France, il existe une école économique très interventionniste qui s'appelle l'école de la régulation. Mais en réalité, souvent, les Français, quand ils parlent régulation, ils entendent réglementation. Réglementation, c'est fixer des règles contraignantes pour une gouvernance sous l'autorité de l'administration. C'est ça la régulation. Régulation, c'est un mot qui en réalité est beaucoup plus riche. Régulation, c'est fixer le cadre qui permet à des acteurs de coordonner leur action dans un domaine donné afin de maintenir un état de stabilité, un peu à la façon d'un thermostat sur un radiateur permet de maintenir la température. C'est-à-dire qu'il y a un aspect thermodynamique, pourrait-on dire, cybernétique au mot régulation. C'est le cadre général qui permet aux acteurs de vivre ensemble et non pas, comme le mot réglementation, la façon qu'ont les acteurs d'obéir à des ordres de l'administration. Cette confusion est quelque peu gênante. Et puis, vous avez, dans cette montée de l'État, sur laquelle il faut revenir, parce que, en réalité, on voit bien que l'État va grossir un peu sous le poids de l'histoire. Il y a la misère ouvrière, il y a le déracinement,
donc ça va entraîner les interventions sociales de l'État. Il y a les 2 guerres mondiales. C'est du peu. Il faut des États puissants pour faire des guerres mondiales. Et des États qui interviennent dans l'économie. Des États patrons, parce que c'est une économie de guerre. Des États puissants au lendemain de ces guerres, pour soigner les mutilés de guerre, prendre en charge les orphelins, reconstruire un pays. D'autant que les habitudes d'économie de guerre se conservent facilement. Et puis, il y a, avec la crise de 29, l'idée que, face au chômage de masse, il existe un devoir et des moyens pour l'État d'intervenir en régulant la politique macroéconomique. Donc, l'État régulateur, l'État planificateur, depuis les plans soviétiques au plan français, le premier plan français n'a pas porté chance à ceux qui l'ont fait. Le premier plan français, il a été fait par Vichy. C'était un plan de 10 ans. Admirable, non? Ils avaient tout prévu, sauf la fin, bien sûr, du régime de Vichy. Puis vous avez eu, d'ailleurs à peu près la même administration au lendemain de la guerre, c'est l'administration de Vichy qui a continué à s'en occuper. Vous avez eu les plans français, 10 plans, indicatifs et incitatifs, jusqu'en 1993. On a commencé à se dire qu'avec la complexité du monde, avec tous ceux qui expliquaient pourquoi la planification était impossible, à l'instar de Ludwig von Mises, avec la force des innovations technologiques, la brutalité des ruptures technologiques, la planification est tombée en désuétude, même si on peut dire que on n'a pas abandonné l'idée qui était derrière, c'est que l'État, lui, il sert l'intérêt général, et lui, il a la longue vue. Généralement, la prochaine élection, mais ça, c'est une autre question. Vous avez l'État conducteur de la politique économique, j'en ai dit un mot, l'État keynésien qui agit sur la conjoncture, qui évite le chômage. Grâce à la dépense publique, vous avez l'État-providence, on va en reparler plus longuement, qui est très lié à l'idée de l'État redistributeur, l'État Robin des Bois. On y reviendra dans quelques instants. La question qui se pose, c'est comment ces fonctions sont-elles apparues et comment sont-elles exercées et quelles en sont les justifications. Il y a un grand dénominateur à toutes les interventions de l'État. Elles se font toutes au nom de l'intérêt général. Le concept n'est pas nouveau, vous aviez déjà chez Platon l'intérêt public, vous aviez l'intérêt commun chez Aristote, vous aviez l'utilité publique, l'utilité commune, le bien commun chez saint Thomas, de multiples justifications du pouvoir. Ce qui est intéressant dans l'idée même d'intérêt général, c'est qu'elle va apparaître lorsqu'elle va apparaître la notion moderne de l'État, avec Machiavel, avec Jean Bodin, on va essayer de substituer au bien commun une idée de bien public. Et le bien public va légitimer la raison d'État. Et la raison d'État va légitimer les pires exactions commises, bien évidemment, au nom de l'État. Avec Hobbes, l'intérêt général, le bien public, va s'identifier avec le souverain, le prince ou le monarque. Avec la Révolution, elle va tout simplement transporter le pouvoir du prince ou du monarque vers le nouveau souverain, à savoir le peuple. Ça qui est intéressant, donc le peuple est, dans nos démocraties, particulièrement en France, détenteur de l'intérêt général, et l'instrument du peuple, l'État, agit nécessairement au nom de l'intérêt général. Avec Hegel, ça va être encore plus simple. On l'a dit, le souverain, c'est l'État. Donc, l'État, c'est l'intérêt général, c'est QFD. La question qui se pose derrière, c'est formidable tout ça. Donc, l'État, c'est le pouvoir, c'est l'intérêt général. Mais qui est l'interprète de l'intérêt général?
La réponse la plus simple, c'est est l'interprète de l'intérêt général ceux qui gouvernent. C'est QFD. Alors, bien sûr, il y a des limites. On ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'on gouverne sous le regard du peuple, de l'opinion publique, dans une démocratie. Mais cela signifie que l'intérêt général va légitimer la croissance et l'excroissance de l'État, mais pour pouvoir la légitimer, l'État va avoir besoin d'une idéologie extensive de l'intérêt général. Donc il y a une idéologie de l'intérêt général. Il y a un excellent livre d'ailleurs sur cette question. Une idéologie impérialiste. Fait penser à cette expression que l'on prête à Kennedy par rapport à l'impérialisme soviétique. Si je comprends bien les Russes, disait-il, ils nous disent tout ce qui est à nous, tout ce qui est à vous, ça se discute. Eh bien, pour l'État, on va y revenir, on n'est pas loin de cela. Tout ce qui est à l'État est à l'État, tout ce qui est aux autres, ça se discute. Nous avons donc, au nom de l'intérêt général, d'abord la grande catégorie des biens publics et des services publics. Juste un mot. Le mot public, là encore, est un mot ambigu. Si je dis une public company aux États-Unis, c'est une entreprise cotée qui appartient aux actionnaires. Si je dis une entreprise publique en France, une entreprise d'État qui appartient aux fonctionnaires. Le mot public n'a pas le même sens. Quand j'étais gamin, j'étais frappé de voir aux États-Unis pelouse publique. Allons-y, elle appartient à tout le monde, on peut courir dessus. En France, pelouse publique interdite. Public appartient à tout le monde, dans une certaine culture. Public appartient à l'État. Pas toujours d'ailleurs. Parce que lorsque l'on dit ces droits de propriété sont tombés dans le domaine public, ça ne veut pas dire qu'ils appartiennent à l'État. Ça veut dire qu'ils appartiennent à tout le monde. Et vous voyez que nous avons, j'insiste toujours sur le sens des mots, nous avons là quelque chose qui fausse souvent le raisonnement. Donc, de tout temps, la vie en société s'est accompagnée d'un domaine public, de biens publics, de services publics, avant même qu'on en forge le nom. Quelques exemples, les routes romaines, les aqueducs, les hospices, les canaux, pas forcément accomplis par l'État, accomplis par des concessionnaires privés, réalisés par la corvée, donnés en obligation. Et puis, avec la révolution industrielle, le gaz, les égouts, la tour Eiffel, le métro, les chemins de fer, etc., on n'en finirait pas de voir tous les services publics qui sont apparus au XIXe siècle. Mais une fois que l'on a dit ça, donc c'est de toutes les époques, cela fait partie assurément de l'intervention de tout pouvoir organisé, de tout État, mais selon quels critères et quelles limites? On va distinguer 4 catégories. Le domaine public, les biens publics, les services publics et les entreprises publiques. D'abord, le domaine public. Alors, le domaine public, c'est clair, une forêt domaniale, ça appartient à l'État. Personne ne va discuter de cela. C'est un domaine en principe inaliénable, qui peut être affecté au service public, qui peut être concédé pour un service public ou d'ailleurs concédé pour une utilisation privative. Ça, c'est le domaine public. Juste un mot quand même. Ça encore, ça lui fait penser. Vous avez un problème compliqué qui est celui des ondes hertziennes. C'est public. Ça veut dire quoi, c'est public? Ça appartient à l'État. Donc l'État en a la propriété, il peut les vendre, c'est ce qu'il fait. Ça rapporte de l'argent dans les caisses. Ou c'est public, ça appartient à tout le monde. C'est donc en droit, pour les juristes qui sont ici,
considéré comme un res nullius, comme un bien sans maître, sur lequel l'État n'a pas de pouvoir, si ce n'est un pouvoir de police. Il peut en réglementer la circulation, mais éventuellement il peut mettre aux enchères la fréquence, mais il ne veut pas la vendre comme un bien patrimonial, ce qu'il fait aujourd'hui. Pardon de cette parenthèse, mais pour bien montrer les difficultés à cerner précisément le domaine public. Et puis il y a les biens publics qui, par nature, échappent à la logique de marché. Une arme nucléaire qui sert à notre protection peut difficilement être donnée en propriété à l'un quelconque d'entre nous. Les exemples classiques, donc, c'est la défense nationale et, bien sûr, le célèbre exemple du phare, la lumière d'un phare qui profite à tout le monde. Il existe bien quand même quelques petits exemples de phares privés, mais néanmoins, c'est une mission d'utilité publique, avec les deux caractéristiques du bien public. Ce qu'il produit n'est pas excluable, je ne peux pas empêcher quelqu'un d'en voir la lumière du phare. Si c'était une balise de radiofréquence, le problème serait différent, mais là, je ne peux pas empêcher quelqu'un de voir la lumière du phare. Et puis, ces biens sont non rivaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de compétition pour y accéder. Je serais volontiers passé sur la catégorie, si ce n'est qu'apparaissent depuis un certain nombre de temps la notion de biens publics mondiaux. Dans les biens publics mondiaux, il y a une abondante littérature. On vous dit la santé, la sécurité alimentaire, l'environnement, bien évidemment l'environnement, la diffusion des connaissances. On va très bien, enfin, à chaque fois, le bien public mondial est prétexte à une intervention d'un État mondial qui n'existe pas. Donc, mettre en avant l'idée de biens publics mondiaux, c'est précéder un mouvement que certains appellent de l'enfeu. Et puis, vous avez alors directement les services publics. C'est compliqué la notion de service public. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit à propos du positivisme juridique, celui de Kelsen et de quelques autres, est légitime toute loi dès lors qu'elle émane d'une autorité légitime, et quel que soit son contenu. Donc les lois de Vichy, etc. On pourrait dire, pour le service public, est service public tout ce qu'une autorité publique décide qui est service public. Je simplifie à peine, mais c'est quand même l'esprit. Donc l'approche juridique. Alors on a une très grande école française qui s'appelle l'école du choix public, qui va travailler énormément au 19e et au 20e siècle, qui va essayer de mettre des critères sur ce qui, on le verra, reste quand même très largement arbitraire. Donc il y a des critères dégagés par la jurisprudence, les services publics. Je cite toute activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants. Bon. Car indispensable au développement de l'interdépendance sociale, bien, et qui ne peut être réalisé complètement que par l'intervention de la force gouvernante. Ajoutons que la caractéristique de ce service public, c'est qu'une fois qu'on est service public, on n'est plus soumis au droit ordinaire, on est soumis au droit administratif appliqué par un juge spécifique, le juge administratif. En cas de conflit entre le droit ordinaire et le droit administratif, il y a le fameux tribunal des conflits qui tranche généralement pour le droit administratif. Mais vous voyez, la définition est quand même un peu vague. De telle sorte qu'au début du siècle dernier, on va décider d'un certain nombre de services publics, quasi-nationalisation. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit, le théâtre Marigny, au nom de la mission civilisatrice de l'État. Bon. Donc, on peut aller très loin pour dire ce qui est service public. D'autant que les juges se disent, on n'a pas la légitimité, nous, pour dire ce qu'est l'intérêt général. C'est l'Assemblée, c'est le peuple. Donc, nous, on se tait. Donc, ce que le peuple veut comme service public est service public. Vous retournez sur un peu ce que je disais, la définition tautologique qui est, que je prenais tout à l'heure.
Alors, une fois qu'on a dit cela, on va dégager 3 principes caractéristiques du service public. La gestion d'un bien public, on a vu le bien public type phare tout à l'heure, les biens collectifs purs, c'est-à-dire des biens dont nul ne peut être exclu, des monopoles naturels. La technologie peut varier, mais une fois que l'on a fait un circuit d'adduction d'eau, on va pas en faire un deuxième. Une fois qu'on a fait une ligne électrique, une route, on va pas en faire une autre. Donc, monopole naturel. Autre concept, le concept de redistribution, qui est apparu plus récemment, mais le concept de redistribution, c'est dire, c'est quand même bien que, par exemple, au nom de la mission d'égalité sur l'ensemble du territoire, le chemin de fer puisse aller ou la poste puisse aller dans les endroits les plus reculés, et que, au fond, le surcoût du dernier kilomètre de montagne soit péricoué sur l'ensemble du service. On rompt un peu avec la logique économique, c'est l'aspect redistributif. Et puis il y a une dernière condition qui est apparue, qui est la carence de l'initiative privée. Alors au début de la révolution industrielle, c'était la liberté du commerce et de l'industrie, plus exactement les décrets d'Allard de 1792, qui font fonder la liberté du commerce et de l'industrie, est interprété de façon extrêmement stricte. Et puis, au fur et à mesure, le Conseil d'État ayant une jurisprudence de plus en plus interventionniste, au fond, là encore, l'État est autorisé, quand il le veut, à pratiquer des services publics industriels et commerciaux. Sauf que, on dira un mot, avec l'arrivée d'Europe, on dirait service public à la rigueur, si vous voulez, mais à égalité de conditions de concurrence. Et sur un secteur ouvert, ce qui, bien évidemment, va tout changer. Bon. L'application de la règle de carence de l'initiative privée est beaucoup plus stricte en ce qui concerne les communes. Les communes ne peuvent pas faire n'importe quoi pour faire des boulangeries municipales, sauf éventuellement carence de l'initiative privée. Voilà pour l'idéologie des services publics. Vous avez vu une idéologie quand même très extensible qui va permettre beaucoup de choses, expliquer la croissance de l'État, mais je répète que cette croissance de l'État, il ne faut pas la juger seulement à l'aune français, il faut la juger aussi un mouvement mondial de toutes les grandes démocraties. La deuxième cause théorique, c'est la notion d'externalité. Vont apparaître des théoriciens des externalités disant que les actions humaines peuvent avoir des conséquences qui ne sont pas calculées par le marché. Et que les prix de marché ne sont pas des vrais prix. L'exemple le plus célèbre j'ai pris des exemples bateaux, l'exemple le plus célèbre de l'externalité, c'est l'apiculteur qui exploite des ruches à proximité d'un verger. Il va donc profiter, ou ses abeilles vont profiter du nectar des arbres fruitiers pour fabriquer du miel, mais à l'inverse, on pourra dire que le possesseur du verger va bénéficier de la pollinisation des abeilles dans une économie d'échange à externalité positive. L'autre exemple, c'est les externalités négatives, celle de la cheminée d'usine qui va polluer toute une région. Le coût social de cette pollution n'est pas pris en compte dans le coût économique, et donc il y a une externalité négative qui va justifier l'intervention de l'État. La main invisible d'Adam Smith, ça ne marche pas dans ce cas-là. Elle va conduire à la catastrophe. Chacun, en poursuivant son propre intérêt, ne va pas prendre en compte le coût global. Et c'est au nom de ces externalités que l'État va donc intervenir pour payer, pour faire payer le service, pour réglementer, pour agir à la place du privé. Je taxe, je réglemente, je me substitue, etc. Puisque c'est une activité qui a des externalités. Les externalités négatives, je cherche à les punir. Les externalités positives, les biens publics, la lumière d'un phare, c'est par nature une externalité positive. La théorie des externalités va faire beaucoup de propagande en faveur de l'intervention de l'État. En réalité, l'existence des externalités peut tout justifier, car toute action, quelle qu'elle soit, est par nature productrice d'externalités. Le mariage de deux personnes,
me rallie à la théorie du genre, le mariage de deux personnes enlève toute utilité à un tiers. Moi j'aurais bien voulu, c'est pas mal, j'aurais bien voulu. Eh ben, je suis frustré, externalité négative. Il l'a ôté de mon marché du flirt plus ses affinités. D'ailleurs, il y a même un économiste japonais, très récemment, qui a proposé, au nom des externalités, de taxer les beaux gosses au Japon. Car, dit-il, les beaux gosses, en réalité, font une concurrence absolument déloyale aux mecs qui sont laids, qui ont des externalités négatives et qui sont laissés pour compte. Donc, il faut taxer les beaux gosses pour essayer de rétablir le marché des relations amoureuses. Vous voyez bien que l'on peut dire n'importe quoi au nom des externalités, mais la théorie des externalités, jusqu'à un certain point, va servir à justifier l'intervention de l'État. Je n'ai pas le temps de développer davantage, mais j'aurais pu parler de deux autres théories qui vont servir un peu dans le même genre. Ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Deux personnes qui ne se parlent pas, un flic qui met en demeure chacun d'avouer, l'intérêt n'est pas optimum. On le montre facilement par la théorie des jeux. L'autre exemple que j'aurais pu prendre, c'est la tragédie des biens communs. Un pâturage sans droit de propriété, tout le monde emmène ses bêtes, rapidement on va épuiser la terre. Donc ce sont des exemples qui, là encore, ont été avancés par de nombreux économistes pour justifier l'intervention de l'État. Pour justifier l'intervention de l'État, vous allez encore avoir, ça va avoir tous ces Pigou, c'est le grand prêtre des externalités. Et les taxes pour compenser les externalités négatives sont souvent appelées taxes pigouviennes. C'est ainsi qu'on vous dit une taxe sur le CO2, bien pour préserver le bien public mondial qui est l'environnement. Une taxe sur le CO2 est une taxe pigou. Donc, je n'ai pas parlé des entreprises publiques. Oui, les entreprises publiques, c'est très français ça. Dans la plupart du monde, par exemple, l'électricité, le gaz, les transports, la poste, le télécom, la distribution d'eau, on appelle ça des public utilities. C'est-à-dire des services marchands à certaines conditions, mais presque comme les autres. En France, historiquement, ces services marchands ont donné lieu à des entreprises publiques, des entreprises publiques très françaises, c'est-à-dire qu'on va faire ce mariage entre la mission de service public, entre l'entreprise elle-même, entre un personnel sous statut et très souvent, jusqu'à ce que l'Europe vienne un peu décadener ça, et très souvent un monopole public. Donc ça, c'est pour les entreprises publiques. Puis l'autre plan de la théorie, ce qui va beaucoup peser en faveur de l'État, c'est l'influence des idées collectivistes. Je ne dévente pas davantage, mais c'est sûr que les droits créances dont on a parlé, les droits sociaux, généreusement distribués avec de bonnes intentions, plus tout un courant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, néo-marxiste, qui laisse penser, avec encore une fois de bonnes intentions, hein, il n'y a pas de critique sur ce point, mais qui consiste à dire l'idéal d'une société, c'est de multiplier les consommations collectives. Plus les gens seront pris en charge pour leur consommation collective, plus ils seront libres. Donc on a eu longtemps cette idéologie des consommations collectives, et puis bien sûr l'État-providence. Alors l'État-providence, c'est un mot, si le mot est récent de tout temps, de toute latitude, le pouvoir et l'État ont exercé des actions sociales. Ça existait à Rome, ça se retrouve sous l'islam, au Moyen-Âge, sous l'impulsion des églises, puis sous l'autorité royale. Il y a toujours eu une action sociale de l'État. Les lois sur les pauvres en Angleterre, au début du XVIIe siècle, ça a été un peu plus tard l'hôpital général qui a été créé en France et qui a servi de modèle à toutes les villes
de province. Et puis avec la révolution industrielle, j'en ai dit un mot, le déracinement des ouvriers par rapport à leur solidarité naturelle, la misère urbaine, il y a une énorme question sociale qui apparaît. D'autant plus que, pour beaucoup, il serait juste en soi d'y répondre, et puis opportun d'y répondre parce que cela permettra de garder les ouvriers de la tentation révolutionnaire. Donc vous avez cette montée en puissance de l'État-providence qui va s'accompagner d'abord c'est pas tout à fait l'État-providence, mais d'un paternalisme patronal. Là j'ai mis le familistère de Gaudin, qui existe, l'entreprise Gaudin, qui existe toujours, c'est la coursive que vous voyez à gauche, et puis les maisons ouvrières, la crèche, l'école, le cimetière, tout ce qui va accompagner le paternalisme patronal. Et puis, en même temps, vous allez parallèlement, parfois ce sont d'ailleurs des patrons sociaux qui vont faire cela, voir la mise en place de mutuelles pour la santé, pour les accidents du travail, les caisses d'épargne, les premières retraites. Donc, avec cela, une nouvelle conception de l'État va voir le jour, l'État assureur universel, contre le risque de guerre, fonction régalienne, contre le vol, fonction régalienne, mais aussi contre les risques sociaux et les risques de misère. Et ces assurances vont devenir, d'origine mutualiste, vont devenir obligatoires à la veille et après la Première Guerre mondiale, à l'exemple de la première assurance sociale obligatoire qu'avait instituée Bismarck en 1883. Et puis on va avoir plein d'autres bonnes raisons de renforcer l'action sociale. D'autant que, à la veille de la guerre, pour payer la guerre et pour bien d'autres raisons, vous avez dans ces démocraties l'invention de quelque chose d'intéressant qui est l'impôt progressif sur le revenu. Alors au début à des taux extrêmement faibles. Maximum aux États-Unis c'était 6%. Et encore 6%, il n'y avait que 1000 personnes qui étaient concernées par le taux de 6% aux États-Unis, c'est vous dire. En France c'était beaucoup plus bas. Et malgré tout, ça n'empêchait pas les gens de hurler en disant c'est le début du bolchevisme. En réalité, ce n'était pas le début du bolchevisme, mais c'était le but d'une recette relativement facile qui allait pouvoir servir d'une part à alimenter les dépenses sociales et d'autre part à contribuer à réduire, autre objectif de l'État-providence ou de l'État redistributeur, à réduire les inégalités. Toujours est-il qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une sorte de Yalta, j'ai dit l'autre jour, qu'il y avait une sorte de Yalta des droits de l'homme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a marié les droits de la tradition libérale, les droits liberté, avec les droits de la tradition marxiste, les droits créances, en les priant de s'arranger gentiment ensemble dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là, on peut dire que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va marier une vision un peu marxisante de la société, marxisante et collectiviste, avec les institutions sociales qui étaient nées spontanément. Donc on est passé des mutuelles ouvrières aux assurances sociales avec un pluriel, et on finit par la sécurité sociale. Mais nous reviendrons sur tout cela dans notre dernière conférence. Et puis vous avez, enfin, après tout cela, l'arrivée de ce qui est présent aujourd'hui, l'État sécuritaire. Vous avez aimé l'État-providence, vous allez adorer l'État sécuritaire. L'État sécuritaire, c'est ce qui vient après l'État-providence, quand l'État-providence n'a plus le sou. Donc c'est contemporain et actuel. L'État, sa première mission, c'est la sécurité. Je payais en sécurité sociale, j'ai plus le moyen de payer en sécurité sociale, je vais donc d'une certaine façon redevenir un marchand de sécurité. Vous avez peur.
Et vous avez raison d'avoir peur. Le réchauffement climatique nous menace. Le plombier polonais nous menace. La maladie de la vache folle nous menace. Il y a plein de... Heureusement, nous les hommes politiques, nous sommes là pour assurer votre sécurité. Et donc, vous avez dans quelque sorte, vous l'observez facilement, une connivence de fait qui s'effectue entre les fabricants de peur, qui se vendent bien dans les médias, et les marchands de sécurité, que sont par nature les politiques. Et l'État est une grande fabrique de sécurité. Donc, c'est un problème aujourd'hui, c'est-à-dire que n'importe quelle menace, dès lors que n'importe quel accident, quel qu'il soit, vous avez une victime, vous avez une émotion, on exige des boucs émissaires, et puis on demande à l'État de taxer, d'interdire, de prévenir. Et c'est la nouvelle jeunesse de l'État après les impasses ou les limites de l'État-providence. La remise en cause de l'État, c'est contemporain. Et cette remise en cause de l'État, elle va se faire avec, au fond, un renversement de perspective. L'État intervient lorsqu'il y a défaillance de marché, mais si on s'intéressait aux défaillances de l'État. Et ça, c'est l'école des choix publics. James Buchanan, que certains ont connu ici avec moi, qui vient de décéder, est le premier à avoir fait cette analyse des défaillances de l'État. D'ailleurs, jusqu'à présent, par commodité, dans cette conférence, j'ai parlé de l'État comme d'un acteur. L'État fait, l'État veut. Bien évidemment, je l'ai déjà dit dans ma première conférence, il faut refuser ces visions holistes, le tout, ces visions holistes. Dire l'État veut ou l'État fait, ça n'a pas plus de sens que de dire l'État boit ou l'État mange. Seuls les hommes agissent. Et quand je parle des hommes de l'État, ce sont les hommes politiques et les fonctionnaires, qui sont des hommes comme tous les autres. Et même si l'on peut admettre que l'idée de servir l'intérêt général, l'idée de servir la fonction publique au service de l'intérêt général, puisse parfois transcender les actions, il n'en reste pas moins que lorsque les hommes agissent, ils cherchent à maximiser leur satisfaction. Ce serait formidable si j'avais quelques nouveaux collègues pour m'aider dans ma tâche et un bureau plus grand. Et puis, ce serait formidable si je gagnais les élections et si je me faisais réélire. Donc les choix publics sont faits par des individus en chair et en os. Les sont toujours motivés par une part d'intérêt personnel, ou qu'ils soient égoïstes, ou même qu'ils soient altruistes. Donc, l'école du choix public va essayer d'envisager la politique comme une sorte de marché où l'on va échanger une offre politique, des politiques publiques, contre des votes. Et l'école des choix publics, une branche de l'économie, entend expliquer le rôle de l'État, comportement des électeurs, des hommes politiques et des fonctionnaires. Et qui montre que derrière l'intérêt général, il y a le profit que peuvent en tirer un certain nombre de groupes sociaux, et que sur ce marché politique, la demande sociale et l'offre publique vont se conjuguer pour un toujours plus d'État. Les groupes sociaux poussent à l'intervention maximum pour maximiser leur intérêt privé, pour capter des rentes thinking, très important. Les bureaucrates et les hommes politiques cherchent à tirer l'offre politique vers le haut
en dépensant un argent qui n'existe pas, parce que derrière cette dépense publique, il y a, et cette intervention de l'État, il y a un transfert de pouvoir. C'est du pouvoir que l'on acquiert. Et le système va d'autant mieux fonctionner que l'énergie dépensée par un petit groupe déterminé qui veut attraper une grosse rente sera extrêmement forte sur le marché politique et ne se heurtera au fond qu'à l'intérêt des contribuables de l'autre, mais qui, compte tenu de l'enjeu, est un intérêt extrêmement faible. Donc le profit est concentré et en revanche la facture est dispersée, la charge est diffuse. Et ce système va d'autant plus fonctionner que les hommes politiques vont être nourris par une idéologie, le keynésianisme, mal compris, enfin le keynésianisme tout de même, j'ai le keynésianisme mal compris parce que je me souviens d'une lettre de Keynes au ministre des Finances de l'époque, au 1920, je crois. Je n'imagine pas qu'un jour il puisse y avoir en France plus de 20% de dépenses publiques. Donc le keynésianisme mal compris va alimenter l'idée que de toute façon la dépense publique c'est bien pour satisfaire des appétits sur le marché électoral, c'est bien en soi, puisque cela contribue à faire tourner la machine économique. En fait, l'école des choix publics va aussi montrer quelque chose, il faut que je dise un mot, c'est que l'échec de l'État est pire que l'échec du marché. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est beaucoup plus difficile à constater. On juge un entrepreneur sur ses résultats, on juge un homme politique sur ses intentions. Et il est beaucoup plus difficile à évaluer. Et enfin, il est extrêmement lent à corriger. Ce qu'une loi a fait, il faut qu'une autre loi le défasse. C'est-à-dire que le mécanisme d'auto-ajustement de pilotage par essai et par erreur sur le marché, c'est un mécanisme quasi instantané. Sur le marché politique, vogue l'État. Enfin, pour remettre en cause cette croyance dans toujours plus d'État, est arrivée une autre école, avec des théories, qui même plus que des théories, des théorèmes, car c'est assis sur des démonstrations mathématiques, pour montrer l'irrationalité des choix collectifs. Nicolas de Condorcet, Kenneth Arrow. Au départ, tout est simple. Un individu, une voix, un choix. En réalité, le choix est beaucoup plus complexe, parce que vous n'achetez pas telle proposition. Vous achetez un caddie de supermarché avec plein de produits qui ont été pris dans les rayons par l'homme politique et il vous refile son caddie. Vous avez le choix entre plusieurs caddies. Vous ne pouvez pas faire le choix de détail de vos propositions. Ouais. Bon, en tout état de cause, donc au départ, tout est simple, un homme, un choix, une voix. Mais c'est Condorcet, le marquis de Condorcet, qui en a ramené au Panthéon à l'occasion du bicentenaire de la Révolution. C'est un ami de Turgot, hein, il avait même été ministre dans le premier gouvernement de Turgot en 1774. Mais c'est aussi un grand mathématicien. Et Condorcet va partir de la propriété logique des préférences individuelles. Ça, c'est très simple. Tout homme rationnel qui préfère le thé au café, le café au chocolat, va préférer le thé au chocolat. Ça, c'est relativement simple. Et cette théorie va être considérablement renforcée, amplifiée par Kenneth Arrow, prix Nobel en 1972, qui a aujourd'hui donc 102 ans. 92, pardon, oui, prix Nobel, ça conserve. Hein. Va montrer qu'il n'existe aucun système de préférence individuelle
qui puisse devenir une préférence collective. Et que c'est un mensonge de dire que la préférence collective, ce sont des préférences individuelles agrégées. La vraie volonté générale, c'est l'unanimité. Ah, il n'y a pas de problème. Jean-Jacques Rousseau, lui-même, qui est pourtant le père de cette volonté générale, j'ai noté cela parce que je crois que c'est important, demandait que plus les délibérations sont importantes et graves, plus la voie qui l'emporte doit approcher l'unanimité. Il suggérait, dans ses considérations sur le gouvernement de Pologne, que les lois véritablement fondamentales, aujourd'hui les lois constitutionnelles, les droits fondamentaux, soient votées à l'unanimité, mais surtout, c'est là où ça se corse, que les lois ordinaires soient votées avec une majorité des 3/4, que les matières de simple administration soient votées à une majorité des 2/3, que la majorité ordinaire ne convenant qu'aux affaires courantes et momentanées. Vous voyez, une sorte de hiérarchie des normes, avec à chaque fois une hiérarchie des votes. Cette vision eut sans doute plu à Hayek. Cette idée, d'ailleurs, elle avait été soumise lors de la Révolution française, dans des discussions, justement. Elle a été écartée par Mirabeau, qui avait dit, mais je n'avais pas totalement tort, mais l'unanimité, c'est le pouvoir donné aux minorités, qui peuvent tout paralyser par, de fait, le droit de veto. Mais c'est quelque chose qui existe, lorsque, on regarde ça tous dans les feuilletons américains, le journal américain doit prendre une décision, il doit la prendre à l'unanimité. Ça existe encore dans bien des conseils, etc. Donc, je dis ça parce que pour montrer que la forme des choix démocratiques est importante. Que, au fond, si on raisonne en termes d'expression des choix individuels, la véritable expression des choix individuels, c'est le marché. Démocratie, n'importe quel type de scrutin. Vous me mettez le choix de mon petit déjeuner demain matin au vote, thé, café ou chocolat, c'est un choix qui risque de me brimer, qui brimera sûrement une minorité. Et si je le mets sur le marché, vous allez dans votre supermarché et vous choisissez, je vous donne le résultat du vote, café 70, thé 20, chocolat 10. Le marché assure les préférences individuelles. Et le fonctionnement du type de scrutin est essentiel, avec toujours cette idée mise en évidence par Kenneth-Arrow et Condorcet de l'impossibilité mathématique d'un choix collectif rationnel. Et le fonctionnement du débat démocratique est aussi quelque chose d'essentiel. Le mot scrutin est un mot qui vient d'ailleurs du latin, mais qui veut dire, au fond, qu'il n'a aucun rapport avec les élections. Scrutin, ça veut dire, donc on a conservé, examiner, scruter. Et le sens est apparu dans le droit canonique avec l'idée que les scrutateurs étaient désignés pour aller deux par deux recueillir secrètement le vote motivé de l'électeur. D'ailleurs, cet aspect délibératif est essentiel. J'en dirai peut-être un mot en conclusion. Mais l'isoloir n'a été introduit en France qu'en 1913. Avant, l'idée de la démocratie, ça impliquait de se réunir longuement, de délibérer, de parler, de confronter des arguments, avant de faire son acte électoral. Puis il y a l'idée de purger les passions du vote. J'ai mis un petit truc qui m'a beaucoup amusé. C'est l'élection du Doge de Venise en 1268. Alors, je vous le fais très rapidement. Mais il s'agissait de dire, on ne veut pas qu'il y ait de corruption, on ne veut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, on veut vraiment que le vote soit le plus pur possible. Alors c'était très simple.
Le Grand Conseil désignait 30 membres par tirage au sort, puis 9 parmi ces derniers, lesquels élisaient à leur tour 40 personnes réduites à 12 par tirage au sort. Ces 12 en retenaient 25, puis 9. Les 9 choisissaient 45 membres, puis 11. Les 11 votaient pour 41 membres qui élisaient enfin un candidat au poste de doge. Les 41 accomplissaient ce process à huis clos. Ils griffonnaient chacun le nom de leur choix. Tous les bulletins étaient placés dans une urne. À chaque nom tiré, les qualités du candidat faisait l'objet de discussion, donc chacun était l'occasion d'une délibération. Dès qu'il y avait un nom qui était tiré, qu'il y avait une famille de quelqu'un qui était dans la pièce, la personne de la famille devait quitter la pièce. Le candidat devait se soumettre à un candidat préalable, à un entretien préalable au vote. Il lui fallait retenir 25 votes, et s'il ne l'avait pas, on recommençait. Donc l'idée de purger le vote des passions est une idée qui n'est pas neuve. Toujours est-il que, si je prends l'exemple du système majoritaire à 2 tours des élections présidentielles, ou des élections législatives, que la France est, je ne pas sur le monde, mais enfin, n'est pas universellement pratiqué, et qui est un système quand même généralement considéré comme satisfaisant par les politologues. Condorcet avait imaginé quelque chose qui existe aujourd'hui sous d'un autre nom, un processus d'élimination par préférence successive, c'est-à-dire que, je m'exprime mal, si vous avez 4 candidats et à l'arrivée, il en reste, au deuxième tour, il n'en reste que 2, ça ne signifie pas que si vous aviez demandé à chaque électeur de dire quel est votre premier choix, votre deuxième choix, votre troisième choix, celui qui aurait eu le maximum de préférences collectives est éliminé. C'est ainsi que de très sérieux chercheurs, sur la base de résultats des urnes et de résultats des sondages, ont établi qu'aux dernières élections présidentielles, François Bayrou avait gagné l'élection présidentielle si on avait appliqué le théorème de Condorcet. Vous avez un autre problème qui est, je ne sais pas si je l'ai marqué là, mais la question des externalités. Non, le lecteur médian. Ouais, ça plaît beaucoup à certains, cette théorie de lecteur médian. Je n'ai jamais trouvé l'intérêt. Mais bon, c'est l'idée que dans l'école du choix public, il y a un rôle particulier des lecteurs médians. Lecteur médian, c'est il y a autant d'électeurs de part et d'autre, au-dessus et en dessous. Mais sur quel axe? Gauche-droite? Sur quel... Bon, enfin bon, peu importe. Et que, du coup, tout le monde va chercher à séduire les lecteurs médians, que cette séduction va coûter cher, va être assez démagogique. Il y a même quelqu'un qui dira que les lecteurs médians, c'est la tyrannie de la minorité de l'extrême centre, et que ça va conduire à des politiques extrêmement médiocres. Je livre pour passage. Je pense que c'est la réalité d'un choix électoral est plus complexe. Vous voyez bien qu'on va aller chercher de séduire un tel par une proposition sociale extrême, ou par une promesse de protection des frontières, ou par un thème sur l'islam. Je ne suis pas certain qu'il soit très très opérant aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de la remise en question des choix publics par la théorie des choix publics, la question des externalités a été remise en cause, notamment à la suite de l'intervention de Ronald Coase, prix Nobel d'économie en 1960, enfin pas en 1960, c'est en 1960 qu'il fait sa théorie des externalités, et qu'il la revisite plus exactement, pour expliquer que très souvent, lorsque les coûts de transaction pour acquérir l'information ne sont pas trop élevés, les droits de propriété sont les meilleurs pour régler la question des externalités. Je pollue, eh bien, c'est très bien, acheter les terrains autour à leur véritable prix compte tenu de la pollution. Enfin, leur véritable prix d'avant, de façon à dédommager les gens, etc. Et donc les droits de propriété sont les meilleurs amis des externalités. De la même façon, je pourrais montrer comment la théorie des coûts de transaction va nous permettre de régler le problème du dilemme du prisonnier. S'ils se parlaient, on trouverait facilement une solution.
ou comment les droits de propriété vont régler, mais on en parlera peut-être dans une conférence, la question de la tragédie des communs. Toutes les bêtes arrivent sur un territoire, et donc le territoire va être rapidement épuisé par le nombre de bêtes, c'est très simple, donc il va mettre un barbelé. Barbelé sur la prairie, en tout cas il n'y a qu'un des droits de propriété. Et vous avez même un prix Nobel récent, Ostrom, qui a montré qu'il y avait encore une autre façon de gérer ça, qui est la gestion patrimoniale. Si je gère le bien collectif comme un bien privé, je peux là encore trouver une solution. Donc, de tous côtés, au fond, l'idéologie de l'intervention efficace de l'État au nom de l'intérêt général va prendre le. D'autant que dans le même temps, la dépense publique n'est pas extensible. Je rappelle qu'on a pu dépenser facilement, d'une part parce qu'on a eu longtemps la planche à billets, je distribue des faux droits, mais que je vous paie en faux billets, donc ça permettait de faire l'ajustement. Qu'ensuite on a fait, et c'est vrai, augmenter les prélèvements obligatoires, puis que lorsque on s'est aperçu, on en parlera dans la fiscalité, courbe de Laffer aidant, que trop d'impôts tue l'impôt, et que augmenter les impôts, vous diminuer les recettes fiscales. Nous, on s'est aperçu qu'on était au maximum de la fiscalité. Tout le monde n'a pas encore constaté aujourd'hui, mais on a poursuivi la fuite en avant dans l'endettement des générations futures. Et l'endettement des générations futures, il nous est interdit aujourd'hui par les règles européennes, mais on s'en fout, mais surtout par les marchés financiers qui font attention à ce que vous puissiez rembourser les dettes que vous avez déjà contractées. Et pour rembourser les dettes que vous avez déjà contractées, il faut tout simplement que vous ne soyez pas obligés d'emprunter pour payer juste les intérêts des emprunts précédents. Quand vous en êtes contraint à faire ça, ça veut dire que vous rentrez dans une spirale où la dette ne peut croître que croître et que croître. Et donc, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'inflation est interdite, la dette n'est plus soutenable, les impôts ne peuvent plus guère, malgré quelques efforts que l'on a fait et que l'on fera encore, les augmenter. Donc, c'est la fin du Père Noël. La croyance au Père Noël est une croyance qui se liquide avec l'âge. L'autre question qui va nous amener à montrer comment on atteint les limites que l'État, c'est que les États, aujourd'hui, sont entrés en concurrence. Concurrence de leur législation, de leur réglementation, de leur fiscalité, de leurs services publics, du système éducatif, du cadre de vie, etc. Les États sont en concurrence, il n'y a pas que les entreprises. Donc, les entreprises doivent être compétitives, mais les États doivent être aussi compétitifs. Il y a un benchmarking permanent pour regarder les pratiques les plus efficaces, même si on a du mal à traduire ce benchmarking encore en véritable politique publique. Mais nul doute que cette concurrence, elle est lancée. Elle est si bien lancée d'ailleurs que beaucoup des interventions des hommes d'État sur la scène internationale pourraient être analysées comme étant des cartels pour se protéger de la concurrence. On imagine l'Europe, de l'harmonisation fiscale, de l'harmonisation sociale, de l'harmonisation, etc., comme étant au fond le cartel qui va vous protéger de la concurrence. Ou de même façon, on imagine une éventuelle puissance publique mondiale comme étant le moyen d'éviter cette concurrence. Mais, hormis ces vœux, cette concurrence, elle est réelle, elle est bénéfique, elle est féconde, elle permet l'amélioration des États par un processus constant d'essai et d'erreur. En réalité, une fois que j'ai dit tout cela, au-delà des limites naturelles à l'extension sans frein de l'État, il y a l'idée que l'État souverain, l'État-nation, qui correspondait à la civilisation de l'usine, à la civilisation industrielle, est aujourd'hui en phase de mutation, parce qu'avec l'arrivée de la troisième vague de l'histoire de l'humanité, la civilisation mondiale de la connaissance, il va bien falloir réinventer l'État, le droit et la démocratie. Le droit, j'en ai dit un mot dans notre dernière conférence, j'ai montré comment, avec la chute du mur de Berlin, on avait complètement changé la hiérarchie des normes. On était un État qui possédait un peuple, on est d'un peuple qui possède un gouvernement.
le droit était descendant, principe de non-ingérence de l'État. En bas, il y avait peut-être les droits de l'homme, mais maintenant, le droit est remontant. Hein, et il n'y a plus de dictateurs internationaux qui puissent prétendre posséder un peuple et faire fi des droits de l'homme. Donc cette transformation du sens des normes juridiques est quelque chose de tout à fait essentiel. Vous avez eu dans le même temps l'affirmation, et c'est la même chose, l'affirmation du principe de subsidiarité. Subsidiarité, c'est résumé par cette formule d'Abraham Lincoln, mais c'est un principe fort de la philosophie humaniste qui affirme que le vrai souverain, c'est la personne. Tout homme est, de par sa naissance et de par sa nature, apte et appelé à se gouverner lui-même. Donc, souveraineté remontante. Donc, ce principe de subsidiarité va d'ailleurs avoir concrètement une double conséquence. L'idée de placer la décision le plus bas possible de la souveraineté de l'individu, aussi longtemps qu'il n'est pas nécessaire de la faire remonter à l'échelon au-dessus. C'est un principe remontant de l'organisation des pouvoirs publics. Et puis vous avez une subsidiarité horizontale qui va délimiter la frontière entre ce qui appartient à l'action publique, légitimement, et ce qui ressort plus de la sphère de la coopération volontaire et de l'action civile. La puissance publique, pour faire simple, ne doit pas faire ce que les citoyens, les familles, les associations, les entreprises peuvent faire par eux-mêmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau monde dont on parle, c'est l'émergence de l'individu. Non pas de l'individu isolé face à l'État, mais de la personne prise dans ses relations sociales comme consommateur, comme citoyen. Et le grand enjeu aujourd'hui, on voit bien, c'est d'abord de reconfigurer l'État, de retracer la frontière entre, reprenez mes deux sphères, entre ce qui relève des choix collectifs et ce qui relève des choix individuels. D'autant qu'aujourd'hui, le citoyen ou le consommateur est un consommateur exigeant. Il en a marre d'être considéré comme un usager passif. Il veut pouvoir choisir. Et ce nouveau monde, celui de la communication, celui des réseaux sans frontières, celui de la créativité, celui de l'économie de la contribution, Wikipédia, c'est-à-dire que pas l'échange marchand, mais réciprocité. Je fais grosso modo ma petite balance du commerce à moi tout seul. Je vois ce qui est utile. Ce monde ne cesse d'élargir en réalité les libertés d'agir et de choisir. Et ces libertés d'agir et de choisir se heurtent par nature avec cette prétention quelque peu hégémonique de l'État. Et vous voyez bien que ce principe de subsidiarité, qui est inscrit dans les traités européens, j'avais même essayé, j'ai presque failli le faire inscrire dans la Constitution française, hélas. Mazo, hélas. Ce principe de subsidiarité, c'est vraiment le fil à retracer la frontière. Dans le domaine de l'action de l'État, dans le domaine aussi de l'État-providence. J'insiste sur ce point parce que ce n'est pas évident. Ce que les citoyens sont capables de faire par eux-mêmes, il faut leur laisser faire. Et dans le domaine social, il y a plein de choses que les citoyens pourraient faire. Et sur ce point, je voudrais prendre deux évolutions qui vont dans le même sens, même si elles viennent d'horizons différents. La Big Society de David Cameron. Le CARE, qui a essayé de pousser en avant Martine Aubry. Dans les deux cas de figure, il s'agit de dire que les citoyens ont une capacité à prendre en charge un certain nombre de tâches sociales, tenant compte d'ailleurs de l'empathie naturelle des êtres humains, et qui permettent une solidarité plus effective, mais peut-être aussi plus chaude, avec celles et ceux
qui en ont besoin. Je ne dis pas que c'est une réponse universelle, mais l'idée de Cameron qui consiste à dire pourquoi il prend la Big Society. La Big Society, en anglais, ça s'oppose au Big Government. Le Big Government, c'est l'étatisme. Big Society, c'est-à-dire, si on veut faire diminuer le gouvernement, il faut faire progresser la société civile. Donc, Big Society. Et je pense que derrière le mot, il y a une intuition d'un autre partage entre la société et l'État dans le futur. Je crois que ceci nous ramène à l'idée d'émancipation. J'utilise ce mot parce qu'il est neutre idéologiquement. Enfin, c'est une idée qui est héritée des Lumières, qui a été portée par les premiers socialistes français, notamment par les libertaires et les libéraux, car elle a été largement conceptualisée par Joseph Proudhon. Elle échappe au clivage contemporain droite-gauche, et elle est liée, on retrouve Humboldt, à une sorte de projet d'amélioration intellectuelle et morale. C'est cette pensée-là qui a engendré d'ailleurs les mutuelles, les coopératives, etc. Il s'agit au fond de réinventer ou d'inventer, plus exactement, ce que j'appellerais un État 2.0. Un État à l'aide de dépolitiser. Oui, je vais peut-être mettre d'abord un mot sur dépolitiser. Parce que cela veut dire que beaucoup de choix de notre vie quotidienne sont des choix qui sont faits par le mécanisme politique, des choix collectifs. Et que aujourd'hui, rendre ces choix aux individus, autant que faire se peut, s'il faut dépolitiser. Et vous voyez bien que vous sentez bien un mouvement de dépolitisation de la société. Et l'État 2.0, c'est cette idée. C'est cette idée que un État transformé, plus proche des citoyens, un État reconfiguré autour du principe de subsidiarité, et peut-être, j'en trace une perspective, un État faisant une part plus large à une démocratie délibérative. La démocratie délibérative, je ne sais pas si je l'ai mis, non, oui, j'avais mis l'autogestion là, parce que c'est gérer sa vie, gérer sa retraite, gérer sa famille, gérer sa formation. C'est une revendication d'auto-organisation. Alors je laisse de côté l'autogestion révolutionnaire, qui a été une promesse de collectivisation, mais je crois que l'autogestion est en réalité une aspiration qui est plus profonde qu'on ne le croit, et qui va dans le sens de cette troisième vague de la civilisation de la connaissance. Accompagnée de la démocratie délibérative, elle a été présentée, vous le savez, par de nombreux auteurs américains, par le philosophe allemand Jürgen Habermas. L'idée, c'est d'adapter la démocratie à des sociétés complexes, pluralistes, multiculturelles. Car, disent-ils, les mécanismes démocratiques traditionnels, face à de telles sociétés, sont incapables de faire les bons choix et sont en réalité très souvent entraînés par des démagogues. Il s'agit au fond de retrouver cette culture de la démocratie délibérative, mais scrutateur, dont je parlais tout à l'heure, l'argumentation. La démocratie, c'est l'art de la raison raisonnante. La démocratie contemporaine, c'est beaucoup plus l'art de l'émotion. Image, victime, émotion, passion. Et on surfe sur les images. Donc l'idée de démocratie délibérative à l'heure d'Internet est peut-être, je mets des points d'interrogation, un concept intéressant. Toujours est-il que, au-delà de l'état de... J'ai fait ces trois images. La première image, c'est le pouvoir
de l'État-nation autoritaire, la verticale du pouvoir, Poutine. La deuxième image, c'est la souveraineté de l'individu, le pouvoir remontant, et vous avez tous reconnu le président de la Confédération suisse qui fait face à Poutine. Et puis, peut-être même que cette notion de souveraineté, ma préférence va bien sûr à la souveraineté de l'individu, à la souveraineté remontante, je m'y reconnais. Je trouve des John Locke et bien d'autres qui vont m'alimenter dans cette idée. Il y a un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Sur la fin de la souveraineté, qui a été publié il y a quelques années, et qui interpelle quand même. Est-ce que la notion de souveraineté est encore une notion pertinente? Est-ce que justement ce mot de souveraineté, qu'on le mette en haut ou qu'on le mette en bas, n'est pas un mot qui va fausser la perception? Je laisse la question ouverte. Toujours est-il que, vraisemblablement, on peut imaginer la société de la troisième vague comme étant une société davantage horizontale. Et là, vous avez, au fond, des tas de concepts qui vont venir alimenter cette idée. Je ne développe pas. La polycentricité, Karl Polanyi, l'isonomie traditionnelle de la démocratie, la catalaxie, chère à Hayek, le philosophe autrichien, l'art de transformer son ennemi en ami, la catalaxie, l'art des relations. La catalaxie qui a été un terme utilisé par Hayek dans l'idée d'un ordre marchand. Je pense que c'est plus exactement, à mes yeux, un ordre d'échange général, incluant toutes les formes d'échange possibles. Toujours est-il que vous sentez bien que cette dimension horizontale des relations humaines, elle est en train de s'affirmer. Et que vraisemblablement, l'État s'il conservera toujours cette dimension de pouvoir ultime, celui qui prend les décisions atroces face à la peste. Néanmoins, ne sera pas l'État envahissant qui s'est construit au XXe siècle. C'est la raison pour laquelle la grande tâche, sans doute, des prochaines décennies, c'est de repenser l'État, la démocratie et le droit pour nous donner les institutions qui permettent d'accompagner l'économie de la troisième vague. En conclusion, je dirais qu'on a longtemps plaisanté la politique en disant qu'elle était l'art d'empêcher les gens de s'occuper de leurs propres affaires. Aujourd'hui, sûrement, le meilleur gouvernement, du moins à mes yeux, c'est le gouvernement qui permet aux hommes de se gouverner eux-mêmes aussi largement que possible. Je vous remercie.